Bonjour à tous. Alors, comment ça va se passer? On est sur un format un petit peu particulier aujourd'hui et je vous ai expliqué pourquoi il est particulier. Donc, du coup, on va parler de sourcing. Et c'est un webinaire qu'on a décidé de faire très récemment, hein. Habituellement, j'ai toujours des idées qui traînent un peu et puis qu'on active de temps en temps. Ça, c'est plutôt venu de tous les échanges qu'on a avec les uns et les autres sur ce thème du sourcing. Et c'est pour ça qu'on a déclenché cette opération de webinaire très dernièrement. Mais du coup, je crois que vous êtes quand même très nombreux et les Dijonais sont avec nous. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Fabrice Menlo, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Crop & Co, qui est basée entre autres à Lyon, puisque j'ai partie de l'équipe qui est un petit peu ailleurs. On s'occupe beaucoup du métier achat, notamment sur tout ce qui est mise en place et développement d'organisation, de formation, et depuis de quelques années maintenant, ça va bientôt faire 8 ans, eh bien, Docaveo, qui est notre système d'information achat. Voilà. Je m'occupe également d'un blog un peu plus personnel, ça me laisse un peu plus de liberté de ton, qui s'appelle Apprendre les achats, dans lequel je prends beaucoup de plaisir, où je diffuse de l'information et surtout je fais parler les acheteurs et les experts pour essayer tous ensemble de mettre en œuvre ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective, en tous les cas le apprendre ensemble. Et du coup ce blog c'est Apprendre les achats et on communique de l'info et vous êtes près de 1800, enfin plus de 1800, puisque je crois que c'est avant-hier qu'on a passé le cap des 1800 à être abonnés à la chaîne YouTube d'Apprendre les achats. Donc c'est chouette. Et ça nous oblige, comme disent certains politiques. On va essayer d'être plus performants. Allez, voilà. Des sites internet également, où vous trouverez de l'info. Le site de Crop & Co, c'est plutôt le site un peu corporate. Sur Crop & Co, vous allez surtout trouver de l'info sur nos événements. Quels sont nos prochains événements? C'est plutôt là où on communique. Le site d'Ocaveo, ocaveo.com, c'est là où vous avez toute l'info sur le digital, avec de plus en plus des témoignages clients, puisqu'on sait quand on se lance dans ces transformations, il faut avoir un peu de témoignages clients. Je vois toutes les inscriptions. Bonjour Elisabeth, bonjour Pamela, Xavier, très nombreux. Et puis également, donc apprendre les achats. Et puis présent sur LinkedIn, comme vous tous, bien sûr. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous connecter les uns les autres sur LinkedIn. C'est un réseau, donc il y a du très bon comme dans tous les réseaux et il y a du moins bon comme dans tous les réseaux. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler de sourcing aujourd'hui. Et pourquoi on va parler de sourcing? Parce que, eh bien, c'est un mot, ce que j'appelle, c'est un des mots magiques du métier achat. C'est un mot que on entend, on utilise, quelquefois on pratique. Et il y a des mots comme ça, le sourcing, le benchmarking, l'analyse de la valeur il y a quelques années, tout ce qui est autour des achats responsables, l'économie circulaire. Il y a plein de termes comme ça qui sont utilisés et sur lesquels, quelquefois, il y a besoin un petit peu de se recaler en termes de qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que des fois ça fonctionne pas, et puis surtout qu'on ait des vraies réalités. Pourquoi on parle beaucoup de sourcing? Parce qu'on a aussi un marché fournisseur qui s'est tendu ces dernières années et qui fait qu'aujourd'hui, si vous pratiquez pas le sourcing, vous allez vous retrouver en difficulté, et peut-être que vous l'êtes déjà pour certains. Ça, c'est la première chose. Donc, on est vraiment dans le terrain de jeu des achats, le sourcing ou le sourçage. On est vraiment dans une activité achat à plein. Et c'est important que vous, qui êtes tous des spécialistes et des experts du métier, vous l'ayez bien en tête. Deuxièmement, on va en parler parce que ça marche pas très bien. En tous les cas, dans les expériences qu'on peut partager, que je peux rencontrer ou écouter, je m'aperçois que cette activité de sourcing, elle n'est pas toujours beaucoup pratiquée et c'est dommage parce que on verra qu'elle a un certain nombre de bénéfices. Donc du coup, on s'est dit que c'était un sujet important, une activité essentielle, pas toujours très pratiquée. Et puis pour terminer, pourquoi on a décidé de faire cet événement? Parce qu'on a des choses à vous partager de manière concrète sur cette activité pour vous aider. Et donc du coup, l'enjeu, c'est aussi de se dire, une fois qu'on aura bien clarifié ce qu'est le sourcing, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, comment on peut s'améliorer, et très concrètement avec des exemples. Et c'est pour ça que du coup, j'ai souhaité aujourd'hui organiser ce webinaire assez rapidement. C'est le dernier avant la coupure d'été, mais j'ai décidé de ne pas être seul. Et donc là, pour le coup, pour une fois, je suis allé chercher des personnes qui sont assez proches de moi, puisque du coup, on a le plaisir, en tous les cas, moi je l'ai, de travailler ensemble tous les jours. Salut Fabrice, bonjour à tous.
Il est membre de l'équipe. Salut Mathias, comment ça va? Bah, ça va bien et vous? T'as la bonne forme depuis ce matin? Ouais, super, je suis prêt à parler de Allez, sourcing. super, c'est prêt, on va passer un bon moment ensemble. On a Anthony également qui est en train de nous rejoindre. Et puis, on va pouvoir, comme ça, démarrer tous les trois sur ce thème. Je vais juste vous laisser la parole. Peut-être, pendant qu'Anthony nous rejoint, Mathias, quelques mots pour te présenter. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu des noms familiers dans le chat, je suis donc product owner, responsable de produit pour la solution Ocaveo, qui est édité par Crop Co et qui propose notamment, donc c'est un système d'information achat, qui propose notamment des fonctionnalités autour du sourcing, dont on va parler un petit peu ce matin. D'accord, super. Je suis avec vous. Bonjour Fabrice, bonjour Mathias et bonjour à tous. Salut Anthony, tu vas bien? Je suis au top, ouais, très Et très est-ce bien. que, du coup, toi, Anthony, t'es pas à Lyon, t'es à Bordeaux, et du coup, on Je veut suis sur le savoir s'il fait sud-ouest. beau à Bordeaux. Il fait un temps magnifique, enfin, l'été arrive. Ça y est. Allez, ça marche, on est parti. Donc, tous les trois, on va vous parler de sourcing. Alors, vous le savez, hein, sur ces webinaires, vous avez la parole à tout moment, hein. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est promis, on prend toutes les questions, euh, même celles des fois où on ne sait pas bien répondre, mais on les prend, on en parle, et quelquefois, s'il y a besoin, on reviendra vers vous. Donc, on va parler de sourcing, et on va parler de sourcing avec un angle très pratique, très pratico-pratique. Alors, avant qu'on démarre sur le pratique, on s'est dit tous les trois, parce que chacun dans notre domaine, hein, Mathias, il parle de produits, de solutions, donc lui déjà, il a développé des choses par rapport au sourcing. Anthony, pour ceux qui le connaissent pas chez nous, il est plutôt en charge de discuter avec les futurs clients, hein, ce qu'on appelle souvent les prospects, ceux avec qui on discute, qui s'intéressent à nous, alors des fois pour des sujets qu'on sait bien traiter, quelquefois un petit peu moins, donc du coup, mais n'empêche qu'Anthony, il a aussi une bonne vision et un bon éclairage des pratiques achats, puisque du coup, souvent, dans la bonne connaissance qu'on a de nos relations, ben, on vient essayer de mieux vous connaître, et du coup, ben, on vient un petit peu chercher qui vous êtes, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre manière de pratiquer le métier. Et sur le sourcing, Anthony, il a aussi beaucoup de sujets à nous partager. Avant qu'on démarre et qu'on soit dans une discussion, alors on a décidé, petite discussion tous les trois, de ne pas forcément projeter un document. Alors, je sais que certains aiment bien les documents, donc s'il y a besoin, on en fournira. On en a beaucoup chez Crop Co des documents, mais là, l'idée, c'est plutôt d'être dans une discussion, de vous donner quand même des points de repère. Hein. Mon objectif, c'est de vous permettre à la fin de ce webinaire d'avoir appris des choses, d'avoir passé un bon moment, et surtout, et ça c'est le top pour nous, peut-être de mettre en pratique des nouvelles manières de travailler, de fonctionner, peut-être quelquefois de communiquer. Premier sujet sur le sourcing, c'était important et de bien le reclarifier. Et du coup, je profite d'un post très récent qu'a diffusé Franck Barrier, qui est le patron d'achat du département des 92, je crois, Tony, Franck. Hauts-de-Seine. Et voilà. Et Franck est venu préciser que le sourcing, c'est pas une étude de marché. Hein, et il a raison, parce que c'est deux mots qu'on emploie des fois à tort et à travers. Le sourcing, ça consiste vraiment dans une activité de recherche d'informations concernant des fournisseurs. Hein, et c'est une activité qui est importante parce qu'elle intervient souvent quand vous êtes dans votre processus achat, dans les phases très amont du processus. Hein. Bien souvent, elle intervient avant même que vous ayez lancé la consultation. C'est là où elle est plus pertinente parce que vous allez devoir identifier des fournisseurs de services, de produits, de travaux, etc., qui vont pouvoir venir faire la compétition sur votre besoin. Donc, quand vous êtes acheteur, vous avez une activité amont qui est de capter le besoin de vos utilisateurs, de vos prescripteurs. Hein. Dans l'univers public, on appelle ça souvent le recensement des besoins. Et puis, une fois que ce travail est fait, vous allez devoir organiser ce besoin, savoir comment vous allez l'exprimer. C'est tout le travail que vous faites autour du cahier des charges, des spécifications, quelquefois des allotissements, etc. Mais pour faire ce travail, vous avez souvent besoin d'informations du marché fournisseur. Voilà, un cahier des charges, travailler un cahier des charges sans connaître bien son marché fournisseur,
vous prenez des risques. Vous prenez des risques qu'à un moment donné, vous exprimiez un besoin sur lequel le marché fournisseur va vous dire « Ah ben non, ça, on ne sait pas faire », ou ça devient spécifique, ou ça, c'est pas pour nous, etc., etc. Donc, très vite, de se tourner, une fois qu'on a son besoin, vers le marché fournisseur, c'est une activité qui est très intéressante au niveau achat, sur lequel vous allez avoir beaucoup de bénéfices. Et donc, cette activité, eh bien, généralement, elle nécessite un petit peu de temps et un petit peu de planification. Parce que sinon, si vous n'avez pas de temps pour sourcer, vous allez tomber dans un petit piège dans lequel on est assez souvent, c'est-à-dire vous allez reconsulter les mêmes fournisseurs, ceux avec qui vous travaillez. Voilà. Donc, ces mêmes fournisseurs, ils ont un gros avantage, c'est qu'on les connaît. Donc, on sait s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, c'est là où ils sont bons, etc. Eux aussi, ils nous connaissent. Mais le gros inconvénient, c'est que vous vous privez peut-être quelquefois de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouveaux entrants sur le marché. Donc, du coup, l'activité de sourcing, il faut vraiment comprendre que c'est une activité, j'allais dire presque stratégique. Je me méfie de ce mot stratégique qui est souvent employé, mais j'allais dire, c'est ce qui fait qu'on est acheteur. Voilà, c'est-à-dire que si le sourcing, un utilisateur, il fera rarement du sourcing parce que lui, il connaît son fournisseur, éventuellement, il en trouve un deuxième, fin de l'histoire. Ce qui fait qu'on va aller chercher, sourcer, identifier, ça, c'est un vrai job d'acheteur. Et d'ailleurs, dans les organisations avec lesquelles on travaille, on s'aperçoit que souvent, si cette activité, elle n'est pas pratiquée par les achats, elle n'est pas pratiquée par l'organisation. Hein, et donc, vous vous privez ici d'un élément important. Ça, c'est vraiment important et il faut l'avoir en tête. Peut-être, Anthony, en complément de ça, comment tu regardes, toi qui discutes avec ces organisations aussi tous les jours, est-ce que tu partages ce regard, tu partages cette vision? Après, on va aller regarder un petit peu les constats, comment ça se passe, mais déjà sur l'importance de ce que revêt le sourcing. Est-ce que c'est souvent des éléments qui te sont exprimés quand on est en contact avec des organisations qui s'intéressent à se développer? Ouais, merci Fabrice. C'est vrai que je pense en moyenne faire à peu près une vingtaine d'échanges commerciaux par semaine, donc avec des prospects de toute taille, tout secteur et toute nature. Et je dirais que la notion de sourcing, elle revient au moins dans un cas sur deux. Donc dans au moins 50% des conversations, le sujet du sourcing vient à l'ordre du jour. Et forcément, alors on parlera de la partie outils et solutions tout à l'heure, mais c'est vrai que lorsque j'ai le plaisir de montrer les différentes solutions et la façon dont on peut faire le sourcing, ouais, c'est vraiment un sujet où je sens que sur le métier, il y a des attentes, des besoins, et, et pour autant, c'est pas systématiquement fait. Je te rejoins aussi. Je le vois dans les échanges. Les acheteurs sont curieux, mais je pense que par faute de temps ou peut-être d'expertise, ils le font pas assez aujourd'hui. D'accord. Alors tiens, du coup, ça tombe bien. Comme vous êtes très nombreux, hein, là, vous êtes près de 200 à être connectés à la plateforme, on va faire un sondage. Comme ça, on va venir éclairer ce que on ressent, hein, puisque quelquefois, il faut faire attention dans les échanges qu'on peut avoir. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de vous partager, hop, ce sondage. Alors, voilà. Du coup, est-ce que vous le voyez apparaître? Messieurs, vous me le confirmez? Parce que Il est bien là. Il est bien là. Allez, on se prend une minute. Chacun, vous essayez de répondre. Là, ce qu'on est venu chercher, c'est un petit peu quelles sont vos pratiques. Hein. L'idée, c'est de se dire en termes de fréquence. Est-ce que je viens sourcer, voilà, de manière très rare sur quelques dossiers, plus régulièrement? Pas très souvent, à vrai dire, jamais. Hein, alors après, bon, et pardon, hein, on est aussi dans les difficultés de faire des sondages, c'est on doit généraliser un petit peu, ça dépend de vos différentes activités, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce retour sur les éléments de sondage. Alors en effet, Anthony, on en parle. Et est-ce que dans les échanges que tu peux avoir, quand les personnes évoquent cette activité de sourcing, tu penses qu'on est très au clair sur ce qu'on fait derrière cette activité de sourcing? Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs, tu as raison, il y a plusieurs choses derrière et les objectifs nourris et suivis par le sourcing sont assez différents. Souvent, quand on en parle, c'est parce qu'il y a eu une infructuosité récente, donc un marché ou un contrat qui n'a pas pu aboutir faute du coup de candidats. On s'aperçoit qu'il y a sur certaines compétitions, certains secteurs, toujours les mêmes entreprises
qui vont candidater, qui vont soumissionner. Et l'acheteur se pose des questions, du coup, sur la pertinence des offres, la légitimité. Donc, c'est des cas un peu particuliers qui nous font généralement parler du sourcing. Et on en parlera tout à l'heure de façon pratique avec Mathias, mais il y a quand même des secteurs d'activité qui reviennent régulièrement dans les Ouais. discussions que je peux avoir. D'accord. Alors, bah tiens, on regarde juste le sondage, hein. On le prend comme un sondage. Vous savez qu'il faut faire attention au sondage. Mais en tous les cas, ça c'est le nôtre, hein, voilà. On n'a pas l'IFOP avec nous, mais ce qu'on peut dire, c'est que 58% de presque 200 acheteurs qui nous regardent estiment faire du sourcing de manière très rare sur quelques dossiers. Alors, on verra aussi que on fait pas du sourcing toutes les semaines sur tous ces dossiers d'achat, hein, et il y a plein de raisons à cela. Mais en tous les cas, voilà un premier retour. Presque 60% des acheteurs qui font du sourcing de manière très rare. On en a quand même presque un quart qui font du sourcing assez régulièrement. Ça, c'est très intéressant de se dire, ben voilà, assez régulièrement, quand le sujet le nécessite. Et puis, une dizaine de pourcents systématiquement. Donc, il y a des fans du sourcing. Top. Celui-ci, j'espère que vous allez réagir et faire partager vos bonnes expériences, comment vous y êtes mis, parce qu'on verra qu'il y a un petit peu des ingrédients pour passer à cette phase de sourcing. Et puis, une petite dizaine de pourcents qui ne pratiquent pas. Alors, soit parce que du coup, ils n'y sont pas contraints, mais en tous les cas, voilà. Alors, une question de Fanny. Allez, c'est parti. On prend tout de suite. On interrompt ce qu'on avait prévu. Vous avez vu ça. Paf, on réagit. Fanny, en région BFC, Bourgogne-Franche-Comté, hein, pour tous les autres. Nous avons structuré un service achat avec des acheteurs venant majoritairement du privé et nous sommes complémentaires avec des instructeurs marché public, sourcing systématique. Bon, bah, du coup, voilà. Bourgogne-Franche-Comté. Apparemment, c'est organisé. Alors, c'est intéressant, Fanny. Bon, du coup, je vois pas de questions. Donc, par contre, je vous félicite. Si c'était ça l'objet de la question, je sais pas s'il y a une question derrière, je la vois pas. En tous les cas, bravo. Et du coup, bah, c'est bien. Ça me fait le lien avec un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous. Donc, ce qu'on se dit, sourcing, c'est une activité importante du métier achat. Et on en est tous conscients. Deuxièmement, eh ben, il y a quand même, on l'a vu dans les chiffres, il y a quand même du mal à passer à l'acte. Alors, de savoir le faire une fois de temps en temps, c'est une chose. C'est ce qu'on appelle souvent un exploit. Mais après, si on veut être performant, ben là, il faut rentrer dans le domaine de la régularité. Et ça veut dire que là, il faut qu'on comprenne un petit peu pourquoi aujourd'hui, en fin de compte, vous pratiquez assez peu ces activités de sourcing. Nous, on a identifié 4 principaux sujets qui peuvent expliquer qu'on n'y est pas trop sur le sourcing. Hein, alors, il peut y en avoir d'autres. Et là aussi, si vous avez des commentaires, des questions, réagissez. Le premier point, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, c'est une activité qui n'est pas considérée comme suffisamment importante. Hein, je rapproche ça, et peut-être certains vont réagir, de la préparation de la négociation. Hein, on sait tous que une négociation préparée, elle va être hyper performante. On sait tous qu'un sourcing réalisé, ça va vous donner beaucoup de bénéfices. Mais pour autant, souvent, quand je suis face à des acheteurs et qu'on parle de ce thème, qui me disent, bah non, nous, le sourcing, on n'en fait pas beaucoup. On n'en fait pas beaucoup parce que dans la tête d'un certain nombre d'acheteurs, c'est pas considéré comme étant suffisamment important, à tel point que du coup, on n'en fait pas. Et on n'a pas toujours le sentiment que ça nous manque. Bon, alors ça veut dire plein de choses derrière. Mais moi, je trouve que ça, c'est une des raisons, et peut-être une des raisons principales. Ensuite, tout le reste, c'est un peu des effets de cette partie-là. Deuxièmement, on me dit qu'on n'a pas le temps. Vous savez, c'est la même chose qu'on me dit quand on dit qu'on ne fait pas de stratégie d'achat, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de préparer les négociations. Bon, voilà. Là aussi, pour moi, et pardon, c'est une fausse excuse. Voilà. Si c'est vraiment important, alors on va le faire. Alors, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Mais quand même, la deuxième raison que souvent on nous évoque quand on ne fait pas de sourcing, c'est que c'est un problème de temps. Troisième sujet, c'est un manque de savoir-faire. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'acheteurs, une fois qu'on leur a dit qu'il faut faire du sourcing, et du coup, ils vont sur Google. Et la réponse, c'est que je vais chercher des fournisseurs sur Google. Est-ce que du coup, donc ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été entraînés, et ça, du coup, c'est une difficulté. Hein, et il faut accepter que de faire du sourcing, c'est pas une activité innée. Trouver des nouveaux fournisseurs, ça nécessite un peu de savoir-faire, un peu de méthode. Hein. Alors, c'est pas hors de portée,
mais il y a besoin d'un savoir-faire. Et puis enfin, la quatrième raison, c'est que souvent on dit, mais nous, on sait faire, on pourrait s'organiser, mais on n'a pas d'outils. Alors que ça nous prend beaucoup de temps. C'est pas très efficace. Voilà. Et les seuls outils qu'on peut avoir, c'est qu'on a des fichiers Excel qu'on vient remplir, renseigner, qui sont jamais à jour. Donc, activité considérée comme pas assez importante. Et donc, à partir de là, on n'y consacre pas l'énergie qu'on devrait y consacrer. Deuxièmement, un manque de temps et d'organisation. C'est-à-dire que quand je travaille sur un dossier, si je planifie pas du temps pour réaliser le sourcing, il y a quasiment aucune chance que vous puissiez le réaliser. Ça doit s'organiser, ça doit apparaître dans l'agenda. Troisièmement, un manque de savoir-faire. Là, on va parler de compétences et de formation. Et quatrièmement, un manque d'outils, puisque du coup, une fois qu'on aura compris que c'est important, qu'on s'est organisé pour le faire, qu'on sait le faire parce qu'on a été formé, bien, du coup, il faut qu'on le fasse. Et là, souvent, les outils vont nous aider. Voilà, c'est ma première analyse sur le pourquoi aujourd'hui on n'y est pas sur le sourcing. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça ou des questions? Et Anthony et Mathias, je vous laisse le temps et je lis un petit peu. Charline nous dit manque de temps d'anticipation des dossiers chez nous pour le pratiquer. Également, manque d'outils, mais nous allons déployer au KVO. Ça, c'est Charline. Très bon commentaire de Charline. Je n'étais pas organisé avec Charline, je tiens à le préciser. C'est pas un public reportage. Ok, mais quand même, elle nous dit dans son début de son message, manque de temps et d'anticipation. Mais je crois que là, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que, alors après, on connaît les organisations achats, on sait vos difficultés de ressources, on sait vos difficultés face à la charge de travail. Et puis, j'allais dire que plus vous allez être performant, plus vous allez avoir du boulot. Mais du coup, on reboucle quand même sur ce manque de temps et d'anticipation. Est-ce que vous partagez, et Anthony et Mathias, qui est aussi souvent en contact, est-ce que vous le ressentez vous aussi dans les échanges que vous avez avec les équipes? Ouais, moi je le vois au quotidien, les fonctions achats, en plus avant elles avaient une certaine saisonnalité, et aujourd'hui tout le monde est assez aligné pour dire que l'activité elle reste soutenue sur l'ensemble de l'année, qu'il n'y a plus vraiment de période creuse, et les objectifs en fait ils vont grandissant, que ce soit parce que le cadre juridique l'impose, prenons l'exemple avec Egalim ou la loi AGEC par exemple, donc sur des critères RSE, donc de plus en plus d'obligations, et puis parallèlement à ça il y a aussi la performance économique, tout ce qui peut être attendu de la part du service. Donc, ouais, c'est une charge qui va plutôt croissante, et je peux comprendre que lorsque l'on est un peu débordé, voilà, on regarde des priorités à l'aune de ses capacités, de ses outils, de ses moyens, et parfois le sourcing peut effectivement être amputé. On se fera un webinaire sur les choix. Parce que je pense que, je vous le dis souvent, je le partage, les acheteurs qui réussissent, les organisations achats qui performent, ce sont des acheteurs et des organisations qui ont fait des choix. C'est-à-dire qu'ils ont décidé clairement de donner de l'importance à certains sujets et ils ont décidé de traiter d'autres sujets de manière différente. Voilà. Le temps où vous aviez le temps de tout faire avec la même énergie, c'est un temps qui est révolu. Voilà. Je prends souvent l'exemple des commerciaux. Regardez aujourd'hui comment les commerciaux travaillent avec vous. Vous êtes un très grand compte. Voilà. Vous êtes un grand compte, vous êtes un client entre guillemets normal et quelquefois même vous êtes un client dont on ne veut pas. Donc les commerciaux, ils ont organisé leur flux d'informations et d'énergie. C'est la même chose pour les achats. Planification difficile. J'avais une bonne remarque tout à l'heure. Alors du coup, vous utilisez le chat. Ah, il y a des questions. Pardon. Merci. Allez, Cyril. Pour notre part, c'est une activité réalisée par nous, les gestionnaires. Bravo. Nous ne sommes pas acheteurs, donc c'est surtout un manque de savoir-faire. Du coup, je rejoins Mohamed sur sa question. Comment faire changer la mentalité de nos dirigeants pour démontrer que c'est un sujet important? On est au cœur. On est au cœur, c'est-à-dire que, vous le savez là aussi pour ceux qui me suivent, je le répète tous les jours, et j'en ai encore eu la preuve la semaine dernière, les dirigeants qui comprennent souvent pas grand-chose aux achats. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, je pense pas. Mais on va se le dire, ils y connaissent rien. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, mais du coup, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez devoir leur apprendre les achats. Et vous allez devoir leur apprendre pourquoi c'est important de faire du sourcing, en leur démontrant les bénéfices que ça apporte, en leur montrant sur des dossiers très importants sur lesquels on n'a pas fait de sourcing, les catastrophes que peut-être on a vécues. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que d'avoir un programme de communication auprès de vos dirigeants pour les éduquer sur l'achat. Ça marche super bien, ça nécessite d'un peu de méthode, de savoir-faire, mais il n'y a que ça, parce que vos dirigeants, ils n'ont pas été acheteurs, donc ils ne connaissent pas l'activité. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc Cyril, il faut travailler là-dessus. C'est quoi mon plan de communication?
auprès de mes dirigeants. Et les dirigeants, quand ils ont compris, ben, je peux vous dire qu'ils aiment bien avoir des équipes achats performantes. Hein, il n'y a pas de problème. Je ne connais pas de dirigeant qui va vous dire non, non, on continue à ne pas faire de sourcing. Alors, est-il pertinent dans des grandes organisations de dédier le sourcing à un acheteur spécifique en charge de sourcing par ses collègues qui négocient au quotidien? C'est une bonne question, Eric. Sur l'organisation, moi, je suis assez partagé. Je pense que le sourcing, c'est voilà, comme pour un sportif, un basketteur, il doit savoir shooter main droite, main gauche. Et puis après, on a des experts qui sont plus à l'aise sur une main, etc. Un acheteur, il doit savoir faire du sourcing. C'est dans son bagage d'acheteur. Voilà. Alors après, dans certaines organisations, dans certains secteurs, hein, là on parle de manière très générale, mais vous avez des secteurs dans lesquels l'activité sourcing, elle est à un niveau de stratégie extraordinaire. Quand il faut aller sourcer des matières premières, voilà. Donc vous avez des fonctions de sourcing stratégique dans certaines organisations, c'est évident. Mais je pense que d'une manière générale, il faut que chacun des acheteurs, il sache sourcer, il sache faire une stratégie d'achat, il sache négocier, il sache gérer une relation fournisseur. Tout ça, c'est des activités de base du métier achat. Fabrice, réagissez, messieurs. Mathias, ouais, je disais, parce que je suis en train de lire la remarque de Thomas, qui rejoint un petit peu la réponse que vous venez d'apporter, qui nous indique qu'il peut y avoir des freins par rapport à la complexité technique du bien ou du service à sourcer, et du coup, ça pose la question de la délégation ou pas du sourcing. Là, vous venez de dire que ça fait partie du bagage de l'acheteur, mais est-ce que dans certains cas, on peut quand même déléguer certaines activités de sourcing? Alors, oui, bien sûr. Alors, quand je dis ça fait partie du bagage, c'est la compréhension de ce que c'est, le savoir-faire, la connaissance des outils. Après, comme dans toutes activités, l'acheteur, déjà, premièrement, il travaille rarement seul. Hein, donc, du coup, il peut aussi organiser en interne avec ceux qui connaissent bien souvent le produit, les services ou les fournisseurs, l'activité de sourcing. Je pense aux prescripteurs, aux utilisateurs. Et puis, quelquefois même, il y a des entreprises, des organisations à qui vous pouvez confier des activités de sourcing. Ça existe. Et quelquefois, c'est intéressant, tout comme maintenant. Donc, la délégation, d'une manière générale, que ce soit sur le sourcing, les AMO, que ce soit sur l'externalisation pour le traitement de dossiers, etc., ça y est, c'est devenu une des pratiques. Hein, et donc, du coup, voilà. Après, vous savez très bien ce qu'on dit sur la délégation. Hein, on vient souvent déléguer des activités de volume à plus faible valeur ajoutée. C'est-à-dire que, voilà, si je travaille dans l'agroalimentaire et que j'achète des fruits, ben, c'est pas une activité que je vais déléguer, forcément, c'est notre cœur d'activité, c'est notre cœur stratégique. Mais oui, ça existe, Mathias, il y a en effet des activités qui peuvent être confiées à d'autres. Bon, ben, c'est génial, parce que je vois que vous vous répondez les uns les autres. Anthony, un commentaire aussi sur ce qu'on vient de dire. Je veux bien rajouter un point. Il n'y a pas très longtemps, je t'entendais dire à l'un de nos clients que sur ces sujets-là, la relation fournisseur-donneur d'ordre avait beaucoup évolué ces dernières années et qu'il y avait quelque part un changement de paradigme également avec des entreprises qui sont plus sélectives dans le choix des clients avec lesquels elles veulent bosser. Ouais, c'est une bonne remarque. Je le dis souvent, moi qui ai les cheveux blancs des achats, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses que je répète depuis quelques années, avec quelques S à quelques. Il y a des choses qui ont changé quand même dans les achats. Premièrement, ce qui a changé, c'est les fournisseurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, et vous le savez tous, bah, on se le disait, et nous acheteurs, on le savait un petit peu, le client était un peu roi. Voilà. Et c'est encore plus vrai quand vous étiez dans des organisations un peu grandes, avec un peu une image, etc., dans des grandes entreprises, dans des grandes collectivités. Le client était roi. Ça, c'est révolu. Le client n'est plus roi. Ça veut dire quoi pour nous acheteurs? Bah, ça veut dire que le fournisseur, il a pris le pouvoir dans la relation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va nécessiter de pouvoir intervenir différemment et d'avoir une relation fournisseur différente. Avant, il suffisait d'être une grande organisation et d'exprimer son besoin. Vous aviez plein de fournisseurs qui voulaient travailler avec vous. C'est plus vrai aujourd'hui. Et regardez dans le public, on est souvent avec nos clients sur des gros sujets. Hein. Je ne vous parle pas de petits sujets qui nous disent on a publié, infructueux. On a eu des réponses, on a 2 réponses, etc., etc. Donc on est vraiment sur un sujet où la connaissance du fournisseur et la manière de travailler avec lui a vraiment changé. Et aujourd'hui, vous le savez, vos fournisseurs, et je vous le dis parce que nous on travaille avec beaucoup de fournisseurs qui viennent nous dire comment travaillent les acheteurs et on les accompagne dans cette connaissance du métier achat, je suis bluffé de la manière dont les fournisseurs organisent les relations avec vous.
C'est-à-dire qu'ils vont choisir avec qui ils vont travailler, comment ils vont travailler. Hein, et d'où l'importance encore plus forte, très tôt, d'identifier ces fournisseurs. Pour un moment donné, que vous puissiez leur donner envie de travailler avec vous. C'est ça le sourcing. Je vois le temps qui avance. Hein, comme j'ai un engagement de fin à midi, je voulais juste terminer avant qu'on passe à des... Alors, je regarde juste les questions. Et pardon, comme ça, on va essayer de solder un peu le stock de questions. Pour répondre également à Eric, l'acheteur ne remplace pas le technicien. On est d'accord. Il est là pour accompagner, s'assurer de la bonne définition, etc. Parfait. Céline, je valide. C'est une bonne réponse. Merci d'avoir répondu. Isabelle, pour effectuer le sourcing, j'associe systématiquement le prescripteur. Oui, alors je suis d'accord, c'est une bonne idée. Après, systématiquement, c'est vous qui voyez. C'est une bonne manière de travailler. Quelquefois, sur certains sujets, ça peut être intéressant d'être seul, mais quoi qu'il en soit, oui, il faut associer, communiquer, faire partager. Tout ça, c'est important. Alors, du coup, Naja, les outils à utiliser pour faire un sourcing, point d'interrogation, mis à part LinkedIn et Google et les annuaires. Alors, on va en parler des outils, ça tombe bien. Il y en a beaucoup maintenant, les freins, Mohamed, comment la mentalité des dirigeants, on en a parlé. Il faut que vous ayez un plan de communication achat. Et puis, Fanny, on est à jour sur les questions. Dernier point, avant qu'on passe la parole à Mathias et à Anthony pour éclairer la partie outils. Du coup, on a vu que c'était important, mais pourquoi c'est important? Et en tous les cas, quelles sont les conséquences si on ne fait pas bien son sourcing? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein, en vérité, quelquefois, on a du mal à se dire si on le fait bien, qu'est-ce que ça va apporter? Mais moi, je peux déjà répondre à la question, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va constater? Hein, et ça, vous êtes un certain nombre sûrement, vous allez pouvoir confirmer. Premièrement, vous allez avoir un appauvrissement de votre base fournisseur, de votre panel fournisseur. Hein, les fournisseurs, je vous l'ai dit aujourd'hui, ils sont plus rigoureux dans la sélection de leurs clients, de leurs prospects. Et donc, du coup, sur un certain nombre de sujets, si vous n'allez pas identifier les fournisseurs et les faire venir à vous, vous risquez de ne pas les voir. Hein, vous n'êtes pas toujours dans leur radar. Là aussi, pour rencontrer beaucoup de fournisseurs, on est passé on va dire, d'une approche où tous les fournisseurs voulaient grossir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs qui veulent avoir du business plus rentable, qui veulent travailler leur rentabilité, la qualité de leur portefeuille client, et qui sont plus une logique forcément de travailler avec tous les clients de la planète, pour le caricaturer un peu. Donc du coup, si vous apparaissez pas pour ces fournisseurs comme des clients intéressants, eh bien du coup, ils vont pas faire l'effort de venir vers vous. Et donc si vous en face, vous faites pas de sourcing, vous les voyez pas. Vous n'êtes pas dans leur radar et vous les capterez pas. Donc premièrement, une des conséquences majeures de ne pas faire de sourcing, c'est que vous avez un appauvrissement de votre panel fournisseur et voilà, toutes les conséquences sont là. Deuxièmement, cet appauvrissement, ça veut dire qu'on est avec des fournisseurs, j'allais dire un petit peu d'avant, qui sont restés un petit peu sur ce que vous étiez, sur la manière dont vous travaillez, etc. Et qui aujourd'hui, du coup, se trouvent potentiellement un petit peu en décalage avec ce qu'ils devraient vous fournir. Alors, souvent, on ne le voit pas trop. On ne le voit pas trop parce qu'on est dans un moment, moi je le vois, quand on fait des diagnostics d'organisation, on nous dit « Ah, ce fournisseur, c'est un fournisseur historique, il nous connaît bien, etc. » Quand est-ce qu'on s'aperçoit, on s'est mis en décalage, c'est quand souvent il y a un nouvel acheteur qui arrive dans l'organisation, qui lui peut connaître d'autres fournisseurs, ou peut remettre en cause les fournisseurs existants. Et là, tout d'un coup, quand on relance une compétition ou simplement une remise en cause de l'existant, on s'aperçoit qu'on a des fournisseurs qui sont très décalés et qui comprennent pas d'ailleurs, qui disent mais moi on m'a jamais dit que je correspondais plus à ce qu'ils voulaient ou on m'a jamais dit que j'étais trop cher, etc., etc. Et tout le monde est sincère. Le fournisseur est sincère, le client est sincère, mais comme il faisait pas de sourcing, il savait pas dire si ce fournisseur il était ou pas à jour des meilleures pratiques ou des meilleurs prix. Et donc du coup, une des conséquences terribles d'un manque de sourcing, c'est que du coup, et pardon pour l'expression, vous devenez un vieux couple avec votre fournisseur. Alors, dans les vieux couples, il y a plein de choses intéressantes, mais si on ne fait pas attention l'un à l'autre, eh bien, à un moment donné, on se déconnecte. Et c'est ce qui se passe avec des acheteurs qui ne gèrent pas leur base fournisseur. Question de Abdel. Que pensez-vous concernant les matières de commodité qui sont sensibles, par exemple, l'aéronautique, le nucléaire, le spatial, où il n'y a que 3 ou 4 fournisseurs qui produisent cette matière? Alors là, on est sur un autre sujet qui est important, c'est en effet les marchés
pas monopolistique, mais pas très loin. Bon, bah là, du coup, le sourcing, il a été fait. Hein. Après, on va être maintenant dans comment on gère des panels de besoins ou de commodités quand on est face à 3 ou 4 fournisseurs. Ça pourrait faire le thème d'un autre webinaire. Hein, mais là, on est vraiment sur déjà comment on les identifie. Généralement, quand vous êtes acheteur sur ces catégories de dépenses, les 3-4 acteurs mondiaux, vous les connaissez. Hein. Donc, du coup, vous travaillez avec eux. Après, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de développer des nouveaux acteurs. C'est pas facile, parce que des fois, il y a des barrières à l'entrée. Hein. S'il y en a que 3 ou 4 dans le monde, c'est qu'il y a souvent des bonnes raisons. Donc là, on est sur un autre sujet, Abdel, qui est important, c'est la relation fournisseur. Question d'Aline. Si l'on n'a pas de connaissances pertinentes pour mener un sourcing, l'on ne sait pas mener un sourcing. Non, ne saura pas percevoir les conséquences. Alors, bon, qu'on n'ait pas les connaissances, en vérité, la seule chose qu'on va vous demander, c'est d'être un acheteur qui sache faire son métier. Après, que si jamais demain, il faille faire du sourcing sur des matières premières chimiques, que vous ne soyez pas chimiste, ça, c'est pas grave. Premièrement, parce que des chimistes, vous en avez sûrement dans votre organisation. Et puis, ce qu'on vous demande, c'est pas de faire de la chimie, c'est de trouver des fournisseurs qui savent faire de la chimie. Donc, du coup, on n'est pas sur un sujet de compétences techniques. Hein. Par contre, il faut des compétences achats. Donc, à mon avis, le sujet, c'est comment je mène une opération de sourcing. Parce que vous le savez comme moi, hormis quelques-uns qui nous écoutent, vous êtes sur un nombre de familles extraordinairement large. Hein, il y a les achats, pour certains, vous démarrez au gomme et au crayon, et puis vous allez aux ailes d'avion. Enfin, c'est large hein, ce qu'on achète. Donc, du coup, vous n'êtes pas spécialiste de tous ces sujets-là. Par contre, vous êtes spécialiste du métier achat. Hein, et c'est ça qu'on vous demande. Allez, avant de passer la parole à Anthony, dernier point. On a dit, il n'y a pas de nouveaux fournisseurs. On a des fournisseurs historiques. Quelque part, allez, on va se le dire avec des mots un peu, on s'endort. Et si on s'endort, ben, le réveil, des fois, peut être un peu brutal. Et puis, du coup, ben, la conséquence ultime, et notamment dans l'univers public, vous êtes sur une appel d'offres, c'est qu'on se retrouve avec peu de répondants. Et donc, des marchés infructueux. Et là aussi, pour ceux qui nous écoutent, si vous pilotez et vous suivez vos indicateurs de réponse aux appels d'offres, vous avez dû voir en quelques années plonger le nombre de répondants aux appels d'offres, d'où certaines bonnes pratiques de faire en amont des consultations, un gros travail de sourcing et de mise sous tension des fournisseurs qu'on va qualifier d'éligibles. C'est ça votre boulot aujourd'hui. Hein, quand la compétition est partie, elle est partie, c'est trop tard. Si vous n'avez pas fait le boulot avant, c'est perdu. Par contre, si vous faites le boulot avant, ça y est, on a le besoin, on a qualifié, maintenant on va aller chercher, on va discuter, on va donner envie, on va peut-être adapter notre cahier des charges, et puis à un moment donné, on va lancer la compétition. C'est là où vous allez gagner. Dernière partie de ce webinaire, les outils. On en a parlé, on a parlé du temps, de l'organisation, des savoir-faire. Hein, alors, on vous donnera en commentaire un petit peu des pistes aussi de thèmes de formation, d'organisation. Les outils. Jusqu'à 10 ans en arrière, je vous rejoins, il n'y avait pas d'outils sur le sourcing. Hein, le seul outil, c'était je me mets sur la barre de recherche Google et c'est parti. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ça a changé parce que l'informatique a changé, parce que les acheteurs ont maintenant des outils métiers à leur disposition et donc du coup, il existe un certain nombre d'outils. Alors, très clairement, on va vous montrer un exemple et des cas d'usage à travers un outil qu'on connaît bien puisque c'est le nôtre. Hein, donc du coup, on rentre dans une partie de la vidéo, on va beaucoup vous parler d'Ocaveo. C'est notre solution de système d'information achat qui dispose d'un outil de sourcing très puissant. Il en existe d'autres, hein, et peut-être que certains d'entre vous travaillent déjà avec d'autres solutions de sourcing. C'est vrai, hein, je ne vais pas vous montrer quelque chose qui est unique. Par contre, je pense qu'on a développé sur ce qu'on a mis en place, parce qu'on est vraiment sur le métier, des approches très pratico-pratiques. Hein. On n'est pas sur un outil académique de sourcing, on est vraiment sur un outil qui est exactement dans les cas d'usage qu'on rencontre tous les jours avec les acheteurs. Voilà. Anthony, Mathias, je vous laisse la parole pour montrer concrètement, moi ce qui m'intéresse là dans les 20 minutes devant nous, c'est qu'on montre concrètement, voilà, je dois faire du sourcing, comment ça se passe avec des outils en 2024 et comment je peux travailler. Top, merci pour la transition. Et juste pour dire peut-être par rapport à nos stats internes, quand tu parles d'outils et de digitalisation finalement des processus, de ce que l'on observe aujourd'hui, on a à peu près 15 à 20% des organisations qui ont un ou des outils pour les aider dans le pilotage des achats.
on reste encore sur des taux et des stats d'équipement qui sont très très éloignés. Tu parlais des fonctions commerciales tout à l'heure, Fabrice. Aujourd'hui, les CRM, les outils de pilotage de la relation client, 90-95% des entreprises en sont équipées, et ce qui est encore donc vraiment pas le cas pour les fonctions achats. On est au début de l'histoire, clairement. Ouais, c'est important ce que tu dis, hein. C'est vrai que si on fait le parallèle avec les CRM des organisations, la moindre organisation qui se crée, ils sont 2, 3, 4, ils ont tout de suite un CRM. D'ailleurs, tapez CRM sur Google, vous allez voir ce qui arrive, et tapez SRM pour acheteur, vous allez voir ce qui arrive. C'est pas les mêmes volumétries, hein. Du coup, ouais, je voulais revenir sur quelques points importants, notamment autour de la valeur d'un outil et d'un éditeur, comme nous le sommes avec Ocaveo, pour contribuer à vos activités de sourcing. Le premier point, et on en a parlé, le sourcing, globalement, c'est une recherche. Je recherche quelque chose. Donc, pour faire une recherche, on va s'appuyer sur des sources de données. Ce qu'il faut savoir sur ce point-là, c'est que quasiment toutes les sources de données, en tout cas la majorité, sont disponibles sur Internet en accès libre. C'est ce qu'on appelle l'open data. Donc ici, la valeur de l'éditeur, ça va être d'optimiser et d'organiser ces sources de données. Et ça, en tant qu'éditeur, on est tous à peu près capables de le faire, avec des manières différentes de le faire, mais Fabrice, je sais que vous aimez bien la littérature, c'est ni plus ni moins que le rangement d'une bibliothèque. Je range par thème de données, par date, voilà. Il y a tout un tas de manières de faire, mais elles sont connues et les éditeurs ont l'habitude de les manipuler. Il y a certains éditeurs sur la question de la donnée aussi qui ont une valeur ajoutée sur la qualification de la donnée qu'on vous met à disposition pour le sourcing. Je vous cite un exemple. On a la capacité, notamment dans Ocaveo, mais aussi dans d'autres outils, d'identifier les événements juridiques autour des entreprises. Une liquidation, par exemple. Et ça, ensuite, en tant qu'éditeur, on va pouvoir l'interpréter et vous le remonter comme un risque. Hein, c'est pas naturellement un risque, mais on peut faire une interprétation de la donnée. C'est aussi valable sur les éditeurs qui sont spécialistes de la partie financière et qui peuvent établir des scorings, par exemple, aussi, pour remonter pas certains fournisseurs. Le deuxième point que je voulais citer, c'est le contexte dans lequel est effectué un sourcing et les fonctionnalités complémentaires que peut apporter un logiciel. On l'a dit, un sourcing, la plupart du temps, il se pose dans le cadre d'un projet d'achat. Donc voilà, est-ce que je peux, quand je trouve des fournisseurs qui peuvent répondre à mon besoin, les identifier dans ce projet d'achat? Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec eux? Est-ce que je peux les contacter via un portail d'échange? Voilà, toutes ces fonctionnalités supplémentaires vont, selon les outils, varier et du coup apporter de la valeur supplémentaire. Et le dernier point, c'est vraiment pour moi peut-être même le plus important, c'est l'ergonomie. Et c'est là qu'il va y avoir le plus de différence entre les différentes solutions qui vont être à votre disposition. L'ergonomie, pour le rappeler, c'est tout ce qui est invisible pour l'utilisateur. C'est ce qui va vous conduire à faire telle ou telle action sur l'interface du logiciel. Et là, l'enjeu, c'est de bien comprendre ce que recherche l'utilisateur dans un contexte donné, comme je viens de le dire. Je cite un exemple. Si vous tapez voiture orange, est-ce que vous souhaitez une voiture de la couleur orange ou un loueur de voitures qui se situe dans la ville d'Orange? Voilà, c'est un exemple assez parlant, mais ça, en tant qu'éditeur, on est capable de l'identifier selon certaines techniques et grâce à certaines technologies. Et sur l'aspect technologique, justement, notre position aussi, c'est d'apporter et de faire de la recherche et développement sur ce sujet-là pour utiliser des technologies comme le NLP, par exemple, pour le traitement du langage naturel. On va pouvoir interpréter différentes manières de faire une recherche. Typiquement, si vous entrez dans Ocaveo 14 caractères, 14 chiffres, on va savoir que c'est un SIRET. En tout cas, on va le supposer. On va pouvoir le supposer. Donc, il y a plein d'exemples comme ça et d'aides technologiques qui peuvent contribuer au sourcing. Ok, super. Donc, on se dit, on n'a pas de problème de données. C'est-à-dire que les données, il y en a beaucoup. Et tout le travail des éditeurs, c'est de vous les restituer de manière exploitable rapidement. Et notamment l'open data pour les organisations publiques, c'est un bonheur extraordinaire. On va vous les montrer. Deuxièmement, ce qui a pris beaucoup d'importance, c'est cette notion d'ergonomie et de facilité d'usage. D'ailleurs, c'est très large. Aujourd'hui, si vous n'utilisez pas des outils, c'est souvent pour cette première raison. Un outil qui pourrait faire tout ce que vous voulez, mais qui est très compliqué à utiliser, vous l'utilisez pas. Et même s'il peut faire plein de choses. Donc, du coup, ce que tu dis aussi, c'est que ça, c'est important. Et sans rentrer dans le côté IA dont on parle beaucoup, parce que nous aussi, on
commence à utiliser cette IA, on est en train de se dire aussi, on va pouvoir gérer mieux l'interface entre l'homme et la machine sur la manière dont on exprime les choses. Hein. C'est pas nous qui allons calculer comment il faut qu'on parle, on va parler de manière très naturelle, et c'est la machine à ce moment-là qui va pouvoir nous permettre de nous donner quelques exemples. Allez, super. Messieurs, il est 12h07. On est dans le temps additionnel avant que l'arbitre siffle la fin du match. Bon, je voulais vous remercier pour l'exercice à tous les deux parce que c'était pas simple, un peu comme ça à la volée. Vous dire qu'une fois encore, on vous a beaucoup parlé d'OKVO, c'est normal, c'est notre outil et nous, on trouve que c'est le meilleur. Mais vous pouvez imaginer qu'on manque peut-être un petit peu d'objectivité, même si on est plusieurs à le penser, puisqu'on a bientôt une centaine de clients et plus de... Combien, Mathias, tu nous as dit lundi d'acheteurs connectés sur la plateforme maintenant? On a capté 5000 utilisateurs récemment. Bon, génial. Bon, donc on n'est pas tout seul à penser que c'est pas trop mal, mais il y a d'autres solutions. Hein. Donc, du coup, faites du sourcing. Faites du sourcing. C'est ça la leçon. Deuxièmement, si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui veulent avoir plus d'informations sur OKVO et peut-être pour répondre clairement à leurs questions, avoir une démonstration personnalisée, contactez Anthony Damour qui est présent sur LinkedIn et puis je mettrai également dans les suites de ce message ses coordonnées mail et son numéro de mobile. Anthony, se fera un plaisir d'échanger avec vous et de partager sur vos attentes. Avant qu'on se quitte, je voulais vous rappeler que le jeudi 12 septembre, on organise une belle fête des achats qui va avoir lieu à Lyon. On n'est pas loin de toucher à la limite des inscriptions puisqu'on est à 277 inscrits. On s'est mis un cap aux alentours des 300. On va bientôt les atteindre. Donc, si vous avez prévu de venir et que vous l'avez déjà coché dans votre agenda, je vous encourage vraiment à vous inscrire pour pas qu'on se retrouve comme aujourd'hui à devoir malheureusement refuser du monde. Ça nous ferait mal au cœur. 12 septembre à Lyon, c'est en présentiel et vous avez tout le programme sur cropandco.com et je peux vous garantir que ça va être une belle journée où on va passer un bon moment et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Eh bien, j'espère que ça vous aura permis à la fois de vous donner des idées, des objectifs et peut-être dès cet après-midi d'attaquer un peu de sourcing sur vos projets achats. Et avec plaisir, en tout cas, pour faire des tests en réel sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas. Oui, je crois que ce qui est important, une fois encore, comme souvent, ce que j'aime bien partager avec vous, et je le dis souvent, mon mantra, c'est avoir peur et le faire quand même. D'accord? Donc, on vous demande pas, pour ceux qui font pas beaucoup de sourcing, tout d'un coup, de faire de sourcing sur tous les sujets. Il y a des sujets qui méritent sur lesquels on fasse pas de sourcing. Être fournisseur historique, ça nous va très bien. Par contre, il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels, après votre analyse du dossier, vous savez que vous devez aller faire du sourcing. Donc là, du coup, passez à l'acte, posez-vous des questions, consacrez du temps dans votre agenda, commencez à travailler même de manière un peu artisanale sur le sujet, c'est pas grave, mais faites qu'à un moment donné, le sourcing, ça devienne quelque chose qui devienne important pour vous. Voilà. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, communiquer, expliquer ce que c'est, partager de l'info, montrer les mauvais exemples. Chaque fois qu'une situation d'achat s'est mal passée parce qu'on n'avait pas fait de sourcing, il faut pouvoir communiquer dessus et expliquer que une des réponses à cette mauvaise situation, c'est améliorer les qualités de sourcing. Voilà ce qu'on pouvait partager. On vous fait un grand merci. Oui, Audrey, on va passer une belle journée et vous aussi passez un bel été. Faites attention à vous. Pensez un petit peu à autre chose ou beaucoup à autre chose. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour continuer à parler du métier qu'on aime bien, du métier achat. Mathias et Anthony, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci, Fabrice. Merci à tous. Bonne journée tout le monde. Bonne journée, bel été. Merci à vous deux, les garçons, et à tout à l'heure. Merci à tous et à très bientôt.